Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis avec vous et je suis très contente d'être là. Et bien évidemment, ma question est une question en lettre, alors, en rapport avec la lettre d'opinion. Et dans une lettre d'opinion écrite la semaine dernière, on posait la question suivante. Développer des liens, est-ce toujours possible? Est-ce possible dans notre société où tout va vite, où le travail s'immisce trop souvent dans nos vies personnelles et où nos horaires sont surchargés, de garder du temps pour créer et nourrir des liens? C'est une grosse question qui est chargée, hein? Mais prenez le temps d'y répondre ou d'y réfléchir et je sais que les réponses. Oui, oui, en fait, je pense, c'est une très bonne question, la question de quelles sont les conditions qui permettent de créer des liens. Hem et je pense que la question du temps et des attentes me paraissent importantes. Parce qu'en fait, on est dans une société qui travaille beaucoup par objectif, et je pense que quand on crée des liens, c pour moi, c'est d'abord, il faut un peu faire table rase des objectifs. C'est-à-dire que souvent dans la rencontre des autres émergent des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas prévues, et on peut créer des liens et je pense qu'on n'en crée plus assez dans le métro, dans la rue, chez l'épicier. C'est tous ces micro-moments extrêmement précieux de rencontres humaines qu'on a eu un peu tendance à désinvestir. Donc je pense que je suis très sensible à votre lettre ouverte, mais je pense qu'une société où il faut arriver à faire des choses rapidement et par objectif, eh bien ça interfère avec beaucoup de rencontres. Alors, je voulais simplement prolonger, en fait, ce que ma collègue vient de dire. C'est parce que je pense à la notion de serendipity. Serendipity, c'est-à-dire, dans le fond, ce qui veut dire, en fait, trouver ce que je ne cherche pas. Et en fait, je trouvais que ça résonnait, pour revenir avec la question de la résonance. Pour moi, cette réflexion-là de Mme Rousseau me faisait résonner, en fait, avec cette idée. Si je regarde au niveau de ma vie, en fait, je pense qu'il y a eu des moments forts au niveau relationnel qui ont été des moments, justement, où j'avais pas d'objectif. En fait, il n'y avait pas d'objectif. C'était simplement le fait d'être là dans l'environnement humain. Et puis, et peut-être une autre notion que je voudrais mettre de l'avant en réponse à la question, c'est une notion que j'ai retrouvée récemment dans un ouvrage de Serge Pogam qui réfléchit sur l'attachement. Parce qu'en fait, on peut penser le lien social beaucoup en termes d'attachement. En fait, l'attachement qui est primordial à partir de la relation avec la mère, et puis ensuite les membres de la famille, et puis ensuite l'école, puis le milieu de travail, puis les associations, etc. Et j'ai trouvé intéressant dans ces propos de ces Poham ou Pogam, j'ai trouvé intéressant la notion de attachement à l'humanité. C'est-à-dire que pour moi, c'est en résonance avec la citation que tu faisais tout à l'heure, René, d'Édouard Glissant. Donc, cette idée de penser monde et donc, je dirais, penser humanité. Donc, l'attachement à l'humanité. On est dans un contexte actuellement de guerre épouvantable. Il y en a toujours des guerres, mais là, celle-là, celle où les Russes envahissent l'Ukraine, on en entend parler tous les jours. Donc, on est dans cet environnement-là et je pense qu'il est bon de se rappeler, en fait, l'importance de l'attachement à l'humanité. Mais là, je vais arrêter parce qu'on est plus... Je voudrais répondre par rapport au milieu de travail. Tu sais, on entend souvent parler avec le mot humanité. Moi, ça me fait résonner par rapport à la valeur de l'organisation. Tu sais, on dit souvent que la santé psychologique, c'est une priorité, mais ça fait partie des valeurs. Tout va s'articuler dans ce sens-là. Donc, on va prendre le temps, puis on va être capable de l'annoncer dans toutes nos actions, dans notre programmation. Fait qu'ayez la valeur de la santé psychologique au travail, puis vous allez faire de la place parce que ça va faire partie de vos valeurs, ça va faire partie de vous. Puis vous allez même aller chercher de la rétention du personnel. On parlait de pénurie tout à l'heure, mais en télétravail, de quelle façon c'est articulé. Donc, vraiment, l'humanité,
au sein de vos valeurs organisationnelles va faire une grande différence pour tout le monde. Puis ça va favoriser la santé mentale, même de la société, parce qu'on sait que les proches des travailleurs, bien, ça a une incidence positive leur milieu de travail. Oui, bien écoutez, là, tu as ouvert la porte sur le milieu de travail. Bien, moi, si je me mets du côté des familles, c'est l'enjeu de la conciliation famille-travail. Dans toutes les études, tous les sondages, les pères, les mères nous disent ce qui court tout le temps, sont à bout de souffle, sont fatigués. Puis ça, sur leur faculté à créer des liens, ça a un impact énorme. Quand tu cours de 5 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, 5 jours par semaine, puis la fin de semaine, après ça, tu cours pour faire les courses, l'épicerie, tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose dans notre mode de vie actuel auquel il faut réfléchir. Tout l'enjeu du rapport avec le travail et la famille, c'est fondamental. Puis après ça, si je regarde, je prends ma lunette paternité, je me rends compte que quand on parle de conciliation famille-travail, on parle très peu souvent des pères. On a récemment eu un projet financé par le secrétariat à conditions féminines sur les milieux de travail à prédominance masculine et il n'y avait jamais eu aucune action faite dans ce sens-là. Et là, c'est comme si on oubliait que tout ça était lié ensemble. La conciliation famille-travail des mères et des pères, c'est attaché ensemble. La conciliation famille-travail des femmes dans un milieu de travail est aussi liée aussi à celle des hommes, est aussi liée à la culture organisationnelle des organisations. Et si on ne met pas tout le monde dans le puzzle, bien, on y perd ou change. Fait que je pense qu'il y a vraiment, au niveau de la solidarité, créer des liens, c'est important de voir le travail, la famille, les relations familiales comme dans un espèce de grand écosystème. Puis tout ça influe les uns sur les autres, puis il faut éviter les angles morts. On a fait des changements sociaux hein, où les femmes, on est parti sur le marché du travail, mais on n'a pas fait les changements sociaux pour adapter notre société à des parents qui travaillent. Fait que ça, il nous reste la grosse job à faire. Je sais que Gariana, elle était partie faire une conférence dans une école secondaire aujourd'hui, 4 conférences, et elle a des questions pour vous en lien avec ça. Oui. Alors, encore une fois, je suis très contente d'être là. Au moins, j'ai eu la chance de vous parler avant, brièvement, avant le jour. Et je reviens d'une école spécifique qui est l'école de Antoine Saint-Exupéry, qui est une école avec une grande communauté immigrante issue de l'immigration. Et on a parlé de réseaux sociaux. On a parlé de la création de ces fameux liens. On a parlé aussi surtout qui sont des adolescents, c'est très spécifique, donc entre 12 et 15 ans. Donc, de tout ce qui a rapport avec la cyber-intimidation qui est extrêmement présent dans les réseaux sociaux. Et pour eux, tout comme probablement plusieurs d'entre nous, les réseaux sociaux, c'était bon, mais c'était surtout très mauvais. Et la plupart d'entre eux, sachez-le, ils ont des réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux sur lesquels ils ne se montrent pas, généralement, et qu'ils utilisent seulement pour parler à leurs amis ou pour faire de l'intimidation. Donc, oui, et ça, j'étais choquée aussi parce que chaque année, j'ai l'impression qu'au lieu de s'améliorer, ça s'empire. Pour être honnête, ça fait 4 ans d'affilée que je fais des conférences là-bas et à chaque année, il y a plus d'intimidateurs et beaucoup moins de personnes intimidées et ils refusent de prendre la parole, en fait. Et la question, en fait, que j'ai eue par rapport à la conférence, c'était plutôt, comme en étant jeune, comment on fait pour se créer des liens dans une société, en fait, où majoritairement, tout se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils viennent de communautés immigrantes, donc cette communication-là, ils ne l'ont pas avec leurs parents. Et je vous pose la question aussi à Madame qui est là, Madame Rousseau. Et la communication avec les parents est extrêmement difficile parce que pour eux, la santé mentale, ce n'est pas une priorité. C'est plutôt une question de survie, en fait, avant tout, et ensuite, on parlera de santé mentale. Donc, tout ce qu'ils ont comme outil, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc, comment qu'on est capable de se créer des liens de façon positive quand tout ce qu'on a, c'est juste les réseaux sociaux? Je vais laisser Mme Rousseau encore répondre dans le premier. Malheureusement, je ne suis pas sûre que j'ai un message positif pour vous. Allons-y d'abord avec allons-y d'abord avec le négatif. Je suis préoccupée ces temps-ci du niveau de croissance des discours de haine et du niveau de croissance de la violence à différents niveaux dans nos sociétés, donc, et en particulier chez les jeunes, comme un signe, je dirais, de désespoir. Qu'est-ce qui est préoccupant? Mais pour revenir à ce
quelqu'un mentionnait tout à l'heure au sujet de la guerre, c'est habituellement, quand on regarde dans les travaux en psychologie politique, ce type d'évolution en polarisation sociale et au niveau de la violence dans les rapports interpersonnels, c'est souvent des précurseurs de la guerre, historiquement, dans beaucoup de sociétés. Alors, je pense qu'il ne faut pas le dramatiser, mais il ne faut pas non plus minimiser. Ce qui est en train de se passer en ce moment est difficile. Et effectivement, au niveau des écoles, au niveau des centres de services scolaires, au niveau du ministère de l'Éducation, mais plus largement au niveau de toute notre société, je pense qu'il y a vraiment besoin de se dire il y a quelque chose qui est en train de déraper et on ne peut pas faire plus de la même chose parce que ça ne marche pas. Je pense qu'il faut repenser, et là je vais repasser la parole peut-être à mes collègues qui travaillent dans le virtuel, mais il faut repenser parce que les contre-discours ne marchent pas non plus. Hein. Donc, il faut repenser autre chose dans cet espace virtuel qui est très présent, mais aussi des façons pour que nos espaces sociaux et les espaces écoles soient des lieux où on a envie d'être en présentiel, qui sont chaleureux, qui ne nous mettent pas toujours en échec, où on appartient même quand on n'est pas bon, où on appartient même quand on est nul et quand on est en échec scolaire. Donc, comment est-ce qu'on réinvestit pour les jeunes des lieux où ils font bon vivre et même quand on ne performe pas. Et ça, je pense que c'est très important. Oui. Est-ce que... On va donner... non, on donne la parole aux personnes qui n'ont pas parlé en premier. Vas-y. On m'entend? Après ça, Non. il y a Serge. C'est sûr que Serge, tu vas avoir la parole. Je ne sais pas si c'est bon, ça marche. Pour rebondir en fait sur cette question-là, déjà, concernant les enfants et les adolescents, alors même s'il y a des règles qui font que normalement les enfants ne sont pas censés avoir accès à certains médias sociaux numériques, il s'avère en fait que beaucoup ont accès. Et plusieurs choses. J'ai plusieurs choses à dire sur la question des enfants et des adolescents. Ils sont tout seuls. Les enfants et les adolescents sont tout seuls en fait sur les réseaux sociaux. Peu importe comment ça avance, les parents sont démunis, les institutions sont démunies. Après, est-ce que aussi l'accent a été porté en fait sur les enfants? Alors, les enfants sont quand même des grands oubliés en fait dans les manières politiques, notamment leur présence sur les médias sociaux numériques. Et souvent, encore une fois, on balaie rapidement, soit avec une certaine condescendance peut-être, un certain paternalisme aussi, la question des réseaux sociaux, des médias sociaux numériques, etc. Et ce qui fait qu'après, ce sont des espaces qui ne sont pas pensés, qui ne sont pas pensés de manière de la justice, pensés d'une manière politique, qui ne sont pas pensés. Donc, on laisse les jeunes, les mineurs notamment, je parlais comme ça, dans des situations d'autogestion. Et en fait, il est vrai que, par exemple, les jeunes filles, sur les réseaux sociaux, arrivent, donc ça a été plus ou moins documenté, mais s'auto-forment sur la confidentialité. On utilise des stories pour les choses un peu éphémères, comment on fait une liste de contacts réduits. Donc, en fait, elles s'auto-forment, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat, par exemple, pour régler les problèmes. Parce qu'on va pas, je pense que vous savez, le fait d'être une jeune femme sur un média social numérique, ça peut attirer à la fois des personnes pédocriminelles comme des personnes, tout simplement des personnes harceleurs. Donc, en fait, elles s'autoprotègent. Donc, en fait, elles arrivent à se gérer. Mais c'est quand même un angle mort, en fait, aujourd'hui, on peut le dire. Donc, je pense de manière générale, hein, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, sont des endroits qui sont un peu délaissés. Et finalement, qu'est-ce que j'avais pris en note qui me paraissait intéressant dans la question? Oui, voilà, que ce sont des espaces en fait qu'il faut à tout prix qu'on investisse, écoutant aussi les jeunes sur leurs pratiques. Et c'est ça, essayer de bienveillant en fait avec... parce que l'un des gros problèmes, à mon sens, ce serait d'interdire, par exemple, de prohiber les médias sociaux numériques, qui, à mon sens, ne fait pas sens, mais plutôt de penser ça avec les personnes concernées, c'est-à-dire les jeunes. Merci. Oui, merci. Donc, d'abord, merci pour tes conférences dans les écoles secondaires, Gariana. Ça va avoir l'air d'un coup de théâtre arrangé avec le gars des vues ou la fille des vues, je ne sais pas, mais aucunement.
J'ai été psychologue scolaire à Saint-Ex, en fait. Puis aussi, j'ai écrit un guide sur les cyberviolences, en fait. Donc c'est ça, c'est un des projets stoplescyberviolences.ca, si jamais, c'est pas pour faire une plug, mais c'est un excellent outil quand même, en toute humilité, dans le sens où un des éléments de réponse, je pense, c'est d'outiller justement les profs, les parents, les jeunes, puis de leur dire, ce guide-là, on l'a co-rédigé avec une avocate qui s'appelle Arij Riahi. Arij et ses collègues ont fait vraiment un beau travail de recherche pour aller informer les jeunes. C'est quoi que tu as le droit de faire puis tu n'as pas le droit de faire en ligne. Donc, oui, justement, cyberintimidation, mais aussi partage de photos, tout ce qui circule. Il y en a qui pensaient que si j'envoie une photo nue de moi avec consentement, j'ai le droit. Non, c'est quand même de la pornographie juvénile. Mais tout ce travail-là, c'est aussi à nous, les adultes, de le faire justement pour informer les jeunes. C'est pas pour être justement, c'est pas pour être là puis culpabiliser les jeunes, pas du tout. C'est justement comme vous disiez tantôt, puis j'aimais vos exemples parce que c'est à la fois, puis justement, les communautés LGBTQ, c'est un bon exemple. C'est à la fois, il y a des groupes où ils se rassemblent quand tu es tout seul à vivre tes choses, tes questionnements et tout ça. Les groupes, ça peut être un espace vraiment important. Puis à la fois, comme on sait aussi, les groupes minorisés en général, dont les LGBTQ, se font aussi plus cyber-intimider, tout ça. Ça tape beaucoup plus de cyberviolence comme les autres groupes, les groupes racisés, les femmes, etc. Je vous salue, Salope, d'ailleurs, un documentaire sur la question qui est excellent. Puis le guide qu'on a rédigé est en lien avec ce documentaire, mais c'était le volet jeunesse. Donc, c'est ça notre job aussi d'adulte, d'être là pour les enfants, pour les ados, puis pour créer ces espaces sécuritaire, ça revient à ça aussi, c'est quelque chose qui a été dit dans plusieurs conférences, mais cet espace sécuritaire, puis au-delà de l'école, parce qu'effectivement, comme tu disais, des fois, c'est en communauté, en jeu de communauté, que moi, dans mon bureau de psychologue ou dans le milieu scolaire, on a eu, t'es mieux de faire attention à ce que tu dis, sinon, demain, watch out à l'école. Ça se dit, dans le groupe, ça se dit pas à l'école, mais après, les enseignants, les intervenants, puis justement, on a des questions politiques, juridiques à prendre en lien avec ça aussi. La police nous dit qu'il déborde aussi de dossiers de cyberviolence. On a des décisions à prendre en lien avec ça, puis on a faut soutenir nos jeunes et ne pas minimiser, comme tu disais. C'est pas parce que c'est cyber que c'est moins pire, et même la recherche dit que souvent, c'est pire parce que ça n'arrête pas. C'est des messages que tu reçois 24 heures sur 24. Ça n'arrête pas quand tu quittes de l'école. C'est diffusé à beaucoup plus de gens. Donc, l'insulte, etc. Et puis, je vais finir mon commentaire aussi, l'importance des pairs, encore une fois. Donc, tisser des liens. On sait que dans des situations d'intimidation, cyberviolence, etc., c'est souvent, sans caricaturer comme ça, ce n'est pas toujours coupé au couteau, mais il y a l'auteur des cyberviolences, il y a la victime, mais il y a les témoins. Et donc, dans les témoins, il y a des témoins passifs, donc ceux qui ne font rien, témoins participatifs, ceux qui ne sont pas l'agresseur principal ou l'auteur des cyberviolences principales, mais qui participent peut-être un petit peu aussi. Puis il y a les défenseurs, ceux qui se portent à la défense donc de la victime. Ce qui est délicat de faire en ligne, on dit aux jeunes, on encourage les jeunes à s'entraider, à être défenseurs ou à aller voir un adulte, des choses comme ça. Le faire en ligne, ça peut avoir des dérives aussi, fait que c'est complexe tout ça. Je pourrais en parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci. À toi. À moi. Alors, je voulais partir avec l'idée que vers les années 70, en théorie de la communication, on commençait à penser en termes de théorie de la communication. Et il y avait eu la formulation d'un certain nombre de postulats par un psychologue du nom de Paul Václavic qui s'inspirait des travaux de l'anthropologue Gregory Bateson, parce que Bateson avait travaillé sur une définition de la schizophrénie en termes de communication. Mais là, je n'entrerai pas là-dedans, ça serait trop long. Mais simplement, un des postulats de Václavic, c'était « on ne peut pas ne pas communiquer ». On ne peut pas ne pas communiquer. Et l'exemple, pour moi, très parlant de cela, c'est l'image d'une personne, je dirais, à tendance schizoïde, qui ne veut vraiment pas communiquer et qui va se blottir dans un coin de la pièce en disant, non, moi, je fais tout seul. Mais là, cette personne-là communique. Elle communique aux autres de la pièce qu'elle ne veut pas communiquer. Voyez-vous, on est dans une espèce de... Bon. Et là, deuxième idée, c'est que
je dirais, dans la société contemporaine, il s'est instauré une croyance, pour moi, c'est une fausse croyance, mais la croyance est celle-là, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer par la médiation technique. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer par les médias ou par Internet ou par les réseaux sociaux. Alors, troisième idée, enfin, moi je pense qu'il faut contrer cette croyance. Il faut croire à la communication interhumaine non médiatisée. Donc, la communication interhumaine, là, où il n'y aurait aucun dispositif technique. Bon, mais évidemment, je n'en suis pas. J'espère que ma collègue sémiologue comprend que je ne suis pas en train de prôner, dans le fond, l'abolition des médiations techniques. Pas du tout. Mais si je veux être positif, si je veux essayer de trouver quelque chose qui est complètement en résonance avec ce qu'on a dit jusqu'ici, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas dans les écoles d'instaurer des moments, ça me fait penser à votre intervention dans une organisation où on dit, OK, il y a une demi-heure chaque semaine où on se dit des vraies choses entre nous et il n'y a pas d'organisation qui est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'inventer dans les écoles des espaces, des moments, des petits moments, peut-être une demi-heure par semaine, des moments de déconnexion, juste pour faire en sorte que dans l'imaginaire des enfants, dans l'imaginaire des jeunes, enfin, s'instaure finalement l'image qu'on peut communiquer sans les réseaux sociaux. Voilà. Merci. C'est super. Moi, j'apprécie. Moi, ce que je voudrais juste ajouter aux questions qui viennent de passer, c'est, bon, comme je l'ai dit tantôt, moi, je travaille avec des femmes en état d'itinérance, qui ont absolument tout perdu. Et je fais des groupes avec elles pour leur parler justement de santé relationnelle, pour qu'elles comprennent qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là. Et ce que j'ai vu, quand elles arrivent, mettons, elles sont 8, 9, 10, elles arrivent chacune avec tout ce qui nous sépare. Le racisme, le sexisme, le genrisme. En tout cas, on a tout le monde de toute la planète, c'est très diversifié. Dans la rue, les gens qui sont dans la rue sont très diversifiés. Et ce que j'ai vu, ce qui nous rassemble au-delà de nos différences, qui parlent de nos traumatismes, parce que dans le fond, pourquoi on est raciste, pourquoi on est tout ça, on voit qu'en arrière, ça parle beaucoup de nos traumatismes. Ce qui nous rassemble, c'est notre humanité. C'est parce que je me souviens au début, je ne savais pas comment j'allais faire pour régler cette histoire-là. Chacune avait ses histoires. Puis si je rentrais dans le racisme, ben, j'allais heurter là, puis ça n'avait pas de bon sens. À un moment donné, moi, je suis nulle dans toutes ces questions-là, mais je suis très bonne dans comment on fonctionne comme humain pour survivre au traumatisme. Je n'en connais pas bien du monde qui sont pas des traumatisés dans notre époque aujourd'hui. Tout ce qu'on entend, c'est tout traumatisant. C'est vrai. Moi aussi, je trouve ça traumatisant, les médias sociaux. En même temps, je trouve qu'il y a des bonnes choses là-dedans. Puis moi aussi, j'ai 70 ans et plus, ça fait que je ne suis pas venue au monde là-dedans, puis tout ça. Mais comment les humains, oui, face à un traumatisme, parce qu'un traumatisme, pour moi, c'est quelque chose qui met notre vie en danger, qui peut nous tuer. Alors, notre corps est super bien équipé pour ça. Toutes les histoires là, quand on parle de stress post-traumatique, de traumatisme, le combat fuite-fige, de plus en plus, on commence à en parler de ces choses-là. Puis après, oui, on peut tomber dans le stress post-traumatique, puis comment en sortir. Mais c'est fantastique. Si on n'avait pas le combat fuite-fige, on survit. C'est ce qui permet, si on a le stress post-traumatique, c'est parce qu'on a survécu. Et à partir de là, il faut se trouver des façons d'en sortir, pour revenir dans la vie, pour pouvoir refaire des liens. Parce que tant qu'on est dans le trauma, on n'est pas capable. On a parlé de sécurité, on a parlé de tout ça. Donc, pour moi, c'est ça. Au-delà
de ce qui nous sépare. Puis il y en a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis dans la rue, les gens sont tellement traumatisés qu'ils ne sont plus capables d'en faire des liens. Mais quand on arrive sur l'humain, moi, j'en reviens pas là. Les gens renaissent quand on revient sur l'humain, parce que c'est ce qu'on a en commun. Voilà. Ça revient à l'attachement, effectivement, à l'humanité qui a été abordée tantôt. Je vous pose Je voudrais juste dire une phrase, parce que tout à l'heure, ce qui a été dit, je ne voudrais pas que quelque chose reste sur une phrase qui m'a marquée, sur les enfants d'aujourd'hui sont nés dans les médias sociaux numériques. Je ne suis pas sûre que les enfants aujourd'hui soient innés, sachent de manière innée la technologie, et beaucoup ne savent pas utiliser les médias sociaux numériques, et je pense même qu'on peut parler d'un certain mythe de croire que les enfants sont beaucoup plus à l'aise. Demander à des enfants de 12 ans d'écrire un texte sur Word, vous serez étonné de voir que c'est très loin d'être acquis. Donc voilà, c'était juste un petit point dessus. Et je suis totalement d'accord sur le fait que, pour reprendre ce que vous avez dit, les vieux et les jeunes, c'est pas moi qui l'ai dit, sont un peu oubliés. Et je suis totalement d'accord sur ça, et que voilà, collectivement, on peut repenser ça. Voilà, c'était juste pour... Alors, on a le droit ici de dire le mot en V. C'est permis. Alors, j'étais chez le dentiste la semaine passée, puis il y avait un livre du pianiste Glenn Gould qui disait « Pour chaque heure que vous passez en compagnie d'autres humains, vous avez besoin d'un certain nombre d'heures seules. La solitude est une composante indispensable du bonheur. » Et Sartre disait « L'enfer, c'est les autres. » Nous parlons de l'importance de la solidarité, du sentiment d'appartenance, des liens comme facteur de protection en santé mentale. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, Madame Rousseau, je vous laisse tout le monde, on vous écoute pour ce mot de la fin en lien avec ça. C'est extraordinaire parce qu'en fait, vous avez, mon esprit est parti et je pense que quand vous avez dit l'enfer, c'est les autres, c'est tout à fait intéressant. C'est un peu trop. Donc la question, c'est dans ce maillage que vous proposez, de créer, recréer des liens, les réinventer dans une époque qui ne sera jamais la même. Effectivement, et là, je pense à ceux d'entre vous qui parlaient des arbres. Quand est-ce que, pour créer des liens, quand est-ce que nous avons besoin de nous rapprocher, de nous écouter, et quand est-ce que nous avons besoin de silence, de distance, de rien, d'ennui, parce qu'à mon avis, tout ça, ça fait partie du lien. Et donc, merci pour cette très, très belle conférence qui nous invite peut-être à réinventer nos liens dans des temps pas faciles. Je pense que les temps qui viennent sont sombres, qu'on va effectivement retrouver, comme Sartre le propose, l'enfer dans les autres. Il est là tous les jours, mais quelquefois, c'est pire que d'autres. Mais que ça invite à ne pas perdre espoir. L'importance du silence dans la communication, ça m'apparaît être, pour prolonger la réflexion de Mme Rousseau, donc l'importance du silence, effectivement, dans mon papier, je cite une psychanalyste qui réfléchit sur, effectivement, ce que moi j'ai appelé la communication intrapersonnelle, mais sur l'introspection, donc la rencontre entre deux soi, le soi du psychanalyste et du DAD, et le soi de la personne analysante. Et en fait, les espaces de silence dans la relation d'analyse sont un enjeu majeur, finalement, pour avancer dans le processus ou de guérison ou de développement. Et alors ça, c'était une idée. Il me semble que j'avais une autre idée, là, mais elle m'échappe, donc je m'arrêtais là. Merci beaucoup. Léonie? Peut-être que je pourrais dire que je pense qu'on a parlé d'écoute, on a parlé... oui, je pense qu'il faut se taire pour écouter, il faut se laisser sentir, il faut aussi se laisser sentir soi-même. Il faut être à l'écoute de soi parce qu'on ne peut pas écouter l'autre. Oui, il faut écouter l'autre, mais il faut l'amener à raisonner avec soi aussi. C'est un petit peu comme ça peut-être que le lien se fait aussi dans cette espèce de résonance, mais une résonance qui est ouverte aussi, je pense, à l'autre.
parce que dépendant d'où on est, là. Mais puis, c'est ça, je pense que le silence est important pour écouter, pour entendre, pour s'entendre aussi. Enfin. À toi. Ben, j'en profite pour vous remercier pour l'après-midi de conférence qui a été très intéressant. Et en fait, mon sujet à moi, c'était le développement durable. Donc, je pense peut-être ramener l'idée qu'on a parfois l'impression qu'on va devoir se priver pour limiter les changements climatiques, mais je pense au contraire que ça va nous amener à consommer moins, partager plus et qu'on va grandir à travers ça et qu'on va tous être gagnants. Mot de la fin va être collaboration. Donc, merci de vos initiatives collaboratives dans les milieux de travail, dans les écoles, un peu partout. De valoriser ça, oui, de plus en plus la collaboration. On a été longtemps dans la compétition, dans la domination, dans la performance. On sent le vent de changement, donc je nous invite à continuer dans ce beau vent de collaboration. Bien, merci. Moi, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que la santé psychologique au travail, c'est une composante de l'environnement de travail. Puis dans l'humanité, moi, j'aimerais ça aussi que vous entendiez que vous avez le droit à l'erreur. Tu sais, là, en ce moment, on n'avait peut-être pas de réponse à la question, mais essayons de trouver quoi faire dans ces angles morts-là, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est le potentiel de demain. Donc, si l'agressivité est au niveau 2, par exemple, ben, elle va juste s'accentuer si on n'essaie pas, mais donnez-vous le droit à l'erreur. Puis dans le milieu de travail, c'est la même chose. Créer des liens, c'est une valeur sûre. Soyez un dauphin. Moi, j'ai le goût de vous partager une phrase qui m'habite beaucoup. Yvon Lemay, intervenant à première maison oxygène de Montréal. Puis Yvon, dans ma tête, c'est le meilleur intervenant sur la Terre. Puis Yvon, il était capable de s'asseoir devant le père le plus démoli de la Terre. Puis il y avait une phrase magique qui a sauvé la vie de plein de pères et plein d'enfants. Une phrase. Il disait, « Tu ne sais pas à quel point tu es important pour ton enfant. » Puis le gars, il disait, « Je suis important, moi. J'ai une valeur. » Quand tu es rendu dans une maison d'hébergement, souvent, tu penses que tu es dans le cave puis tu es vraiment un pas bon. Puis là, juste cette phrase-là, ça a changé tes vies. Puis moi, je le dis toujours, là, donnez-moi une gang de pères. Ça me prend 4 minutes, j'en fais brailler la moitié en leur disant ce que je viens de vous dire. Puis dire, vous êtes important pour vos enfants. La relation que vous bâtissez, elle est déterminante, puis c'est important de vous investir là-dedans. Puis quand on parle aux pères comme ça marche tout le temps, ou à peu près. Truc magique, parce que souvent dans nos sociétés, souvent on va plus les chicaner. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'es pas ci, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais parlez à leur cœur de père, à leur cœur de chum, puis vous les avez comme ça. Je vous le dis, ça marche au bout. C'est mon secret que je vous partage. Eh bien, vraiment le mot de la fin pour moi. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Et dernière chose, je me répète encore, mais les relations interpersonnelles sur le net, numérique, sont des relations à ne pas minimiser et éventuellement, c'est ça, penser collectivement, de manière intergénérationnelle, de faire un numérique inclusif. Allons-y avec les mots. Et voilà. En fait, suite à tout ce que vous avez dit, vous savez déjà mieux que moi, en fait, que créer des liens, c'est vraiment important pour la santé, pour notre santé mentale, pour une santé mentale positive. Mais je veux aussi qu'on parle justement de nos jeunes et de ne pas garder ces clés-là pour nous, de les transférer. Et je pense que cette transmission-là est encore plus importante parce que nous, on s'en va bientôt. Mais eux, ils sont là pour rester. Donc, la transmission de ces outils-là qu'on a eu aujourd'hui, que ce soit à travers justement le développement durable dont on ne parle pas beaucoup, bizarrement, même dans les écoles aussi, je réalise, les réseaux sociaux, les personnes en situation d'itinérance, les pères de famille. Je pense que mon père aurait adoré entendre ça, cette phrase-là. Et je pense que je vais la répéter à mon mari, même s'il n'est pas père, mais je vais lui répéter qu'il est important dans ma vie pour préparer le terrain. On va préparer le terrain. On va préparer le terrain. Mais toutes ces relations-là que nous créons et ces liens-là que nous créons, ils sont importants pour nous, mais ils sont surtout importants pour ceux qui viennent demain. Donc, pour moi, je vous dis, je viens de créer un lien avec vous, je vous aime d'amour et je vous dis une prochaine fois peut-être. Voilà.
Eh bien, un immense merci aux personnes qui sont en ligne, aux personnes qui sont en présence, à ces magnifiques personnes qui ont partagé leurs connaissances avec nous aujourd'hui. Moi, ce qui me... Merci, Madame Rousseau, parce que je ne vous regardais pas, je regardais par là, mais dans le fond, je vous regardais par là aussi. Attachement à l'humanité, je trouve ça extrêmement touchant pour terminer et créer des lieux chaleureux, des lieux d'accueil. C'est peut-être ce qu'on a beaucoup à faire de ce temps-ci. Et même quand on n'est pas d'accord, c'est comment débattre tout en continuant à se respecter puis à s'aimer, mais pas empêcher le débat, mais en le faisant tout en étant de cœur avec les personnes. Fait que je garde ces mots-là, attachement à l'humanité, créer des liens chaleureux et pas laisser nos jeunes seuls, être avec eux et elles. Alors, un grand merci.